Soyez les bienvenus dans Rue de la République ce dimanche, avec malheureusement une actualité dramatique pour recevoir notre invitée Audrey Garino, adjointe aux solidarités de la ville de Marseille. Bonjour Audrey Garino. Bonjour. Bonjour Léo Purguette également. Bonjour. Qui est le président, le directeur éditorial de la Marseillaise. Actualité dramatique évidemment, puisque 2 personnes ont perdu la vie dans la nuit de mardi à mercredi du froid en 2025. Et déjà quand on pose cette question, quand en tout cas on fait ce constat, Audrey Garino, j'imagine qu'on a mal au cœur, comme vous en tant qu'élu, comme nous. On a mal au cœur et on est très en colère. On est très en colère parce que dans notre pays, dans la 6e puissance du monde, en 2025, ces choses sont parfaitement inacceptables. On vit dans un pays riche. Il y a aujourd'hui plus de 300 000 personnes qui vivent à la rue, 3 000 enfants qui dorment chaque nuit dans nos rues. Évidemment, ces drames devraient être évités, mais compte tenu de la situation sociale et des moyens pour y faire face, ils vont malheureusement se reproduire. Alors vous êtes bien placé pour savoir qu'en général on se tourne toujours vers le maire en l'occurrence. Donc est-ce que vous avez joué votre rôle? Est-ce que la municipalité a joué son rôle pour tenter d'éviter au maximum ce type de situation? Alors, on se retourne toujours vers le maire, mais je rappelle quand même que la question de l'hébergement d'urgence est une compétence d'État. Elle n'est pas en aucun cas une compétence municipale. Pour autant, la ville a agi de façon extrêmement volontariste depuis plus de 4 ans maintenant, et notamment encore dans la période que nous venons de vivre, en renforçant nos équipes de maraude, en renforçant les distributions alimentaires, les distributions de produits chauds, de duvets, de gants, etc. Mais également en ayant ouvert dès hier soir un gymnase municipal pour mettre à l'abri les personnes sans abri qui en auraient besoin et pour faire face à cette vague de froid persistante dans notre ville. Léo Purguette. Alors néanmoins, c'est évidemment un drame qui peut être amené à se reproduire comme vous le disiez à l'instant. Comment ça se fait que quand il y a des froids comme ça qui sont intenses, il n'y a pas de dispositif d'urgence qui soit déclenché tout de suite ? Parce que les dispositifs d'urgence et les plans grand froid qui existent en France sont des seuils nationaux que nous n'atteignons jamais dans notre ville. Ce sont des seuils de température annoncés qui sont extrêmement bas et que la ville de Marseille ne connaît pas. Donc ce sont toujours des déclenchements volontaristes de la municipalité, généralement en coordination avec l'État, encore une fois, pour y faire face. Donc c'est un des enjeux aussi pour nous, c'est d'avoir peut-être une lecture plus fine et plus locale de ces problématiques pour déclencher. Après, on sait aussi s'adapter. La ville, je l'ai dit, a ouvert un gymnase. Les services de l'État ont débloqué plusieurs dizaines de places pour faire face aux besoins. Mais on n'est pas dans ce qu'on appelle stricto sensu le plan grand froid, mais davantage dans une démarche volontariste pour faire face aux besoins. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le profil de ces 2 personnes qui ont été retrouvées mortes ? Ce sont des personnes sans abri qui étaient connues de nos équipes, de nos services, notamment du SAMU social, puisque le SAMU social maraude tous les jours et donc connaît la grande majorité de sans-abri. Ce sont des personnes qui avaient un parcours de rue assez long et qui exprimaient un besoin d'accompagnement limité, je vais le dire comme ça, en tout cas en termes de prise en charge, mais que nous connaissions, oui, malheureusement, et qui étaient plutôt âgés, on va dire au-delà de la cinquantaine. Oui, on va y venir évidemment à ce profil des personnes qui sont aujourd'hui à la rue. Comment ça s'est passé dans ce gymnase que vous avez ouvert mercredi soir? Plutôt des hommes évidemment, réservés aux hommes, parce que l'État prend plutôt en charge les femmes qui sont à la rue. Ça s'est passé comment et combien de personnes l'ont fréquenté? Alors effectivement, ce sont des hommes, non pas parce qu'on se désintéresse de la question des femmes, mais parce que les femmes ont une prise en charge spécifique dans la période que nous vivons, avec une mise à l'abri directe en hôtel ou en centre d'hébergement de la part des services de l'État et du 115. La ville, effectivement, a fait le choix d'ouvrir ce dispositif pour des hommes en situation de rue, des hommes isolés. Il y a hier soir 26 personnes qui ont dormi au sein de notre équipement, probablement plus dans les jours qui viennent, puisque le gymnase est ouvert jusqu'à dimanche et on réévaluera la situation en fonction des températures. Ça s'est passé très bien, parce que nos équipes ont l'habitude de gérer maintenant ce type d'opération, parce que les partenaires associatifs avec qui nous travaillons, et notamment la DG Bouès, qui était opérateur désigné par l'État pour gérer l'équipement, sont des grands professionnels. Donc ça s'est extrêmement bien passé. Les équipements sont ouverts toute la journée. On ne ferme pas en journée. C'est aussi un lieu où on peut se réchauffer et rester aujourd'hui et dans les jours qui viennent, avec des vêtements qui sont mis à disposition, des produits d'hygiène et aussi des travailleurs sociaux envoyés par le CCAS de Marseille pour essayer d'améliorer la prise en charge au-delà de l'hébergement, mais de déclencher un accompagnement social. Qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes lorsque le gymnase fermera ? Nous souhaitons et nous demandons au service de l'État de proposer des mises à l'abri à toutes celles et ceux qui le souhaitent, parce que certains ne le souhaiteront peut-être pas. Il faut aussi savoir le respecter, même si c'est pas forcément toujours simple à accepter et à comprendre. Mais nous demandons au service de l'État une prise en charge pour l'ensemble des personnes qui ont trouvé refuge dans notre gymnase. Ce jeudi 23 janvier, c'est la nuit de la solidarité.
troisième, quatrième édition, Quatrième édition évidemment. Alors ça sert à recenser entre guillemets le nombre de personnes sans abri et également leurs besoins. Est-ce que c'est une façon d'objectiver quelque part ce problème qui touche Marseille comme d'autres communes ? Absolument. C'est d'ailleurs l'unique but, c'est tout sauf de la communication. On ne se voile pas la face en tout cas. C'est justement d'avoir des chiffres clairs, définis et une base de travail partagée avec les services de l'État. Parce qu'encore une fois, l'État étant en compétence directe, il faut qu'on ait un constat partagé pour pouvoir mieux agir ensemble. Donc évidemment, il y a le recensement quantitatif, le nombre de personnes qui ce soir-là sont en défaut d'hébergement et qui donc dorment dans nos rues. Il y en avait 442 l'année dernière. 442, c'est un chiffre à minima, puisque évidemment toute la ville n'est pas intégralement couverte, il y a des lieux auxquels on ne peut pas rentrer. 442, ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'il y avait une augmentation de 29%, ce qui est extrêmement conséquent et qui ne fait que s'accroître. Et je pense que les chiffres que nous aurons cette année seront encore en augmentation. Quel est leur profil, ces personnes ? Est-ce que ce profil a évolué ? Avant, on avait plutôt la figure, malheureusement, du clochard, entre guillemets, qui était tout seul, qui avait un accident de parcours de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, on a pénétré plus loin dans les catégories sociales, des hommes, des femmes, des enfants, des gens qui ont perdu leur boulot ? Ouais. Toutes les catégories de personnes sont touchées, avec une augmentation très nette ces dernières années des femmes, des personnes âgées et des mineurs. C'est une caractéristique très lourde qu'on constate, nous, au fil de l'eau au quotidien, si vous voulez, avec le retour des équipes du SAMU, mais qui s'objectivent par des données très concrètes, et notamment les données issues du rapport d'ASAB, qui donne ce fameux chiffre de 16 000 personnes sans abri sur la ville. Donc, c'est des données très, très précises. Donc oui, effectivement, les publics se diversifient, malheureusement, notamment depuis 2-3 ans, depuis qu'on est sorti de la crise sanitaire, mais par contre qu'on est bien tanké dans une crise sociale extrêmement lourde. Excusez-moi. Et avec des politiques publiques spécifiques à mettre en place pour répondre à ces besoins-là, notamment en termes d'hébergement. Alors qu'est-ce qui a pu être mis en place justement ? Dites-nous, parce qu'il ne suffit pas de recenser, il faut quand même corriger aussi la réalité. Exactement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on réédite cette opération tous les ans, parce que ça nous permet d'évaluer au fil de l'eau, si vous voulez, la pertinence des dispositifs qu'on peut mettre en place. Le point le plus positif pour nous, c'est la question de l'accès à l'eau. Notre ville était très décriée, très dénoncée sur cette problématique-là depuis très longtemps, notamment dans les rapports de la Fondation Abbé Pierre. Et le fait que la ville se soit saisie de cette problématique en ouvrant des douches municipales dans un premier temps, et on ouvrira nos douches définitives dans quelques semaines, mais en ouvrant des dans douches le 4e arrondissement, c'est exactement. Ça. En ouvrant des douches municipales et en intégrant dans son plan pauvreté une fiche action spécifique sur la question de l'accès à l'eau, qui a permis l'ouverture de douches associatives, on constate une très nette amélioration dans l'accès à l'eau pour les personnes sans abri dans notre ville, mais pas uniquement, je tiens à le dire, parce que il y a aussi des personnes mal logées, des personnes qui vivent en hôtel, des travailleurs pauvres, qui viennent aussi utiliser ces dispositifs. Donc ça, c'est également un point d'appui et d'un encouragement pour nous, parce qu'on se rend compte que ce dispositif, il fonctionne bien. Après, malgré tout, la situation est terrible. Le nombre de personnes sans abri augmente chaque jour, et donc on a d'autres dispositifs à mettre en place, et notamment sur des questions d'accès aux droits qui sont extrêmement prioritaires pour nous. Et on a une vigilance particulière parce que à peu près une personne sur deux nous exprime n'avoir aucune ressource, ce qui est vraiment une traduction très concrète et très littérale d'un non-recours aux droits très fort. Et donc typiquement cette année, pour faire face à cela, nous avons embauché des travailleurs sociaux qui aujourd'hui maraudent avec les équipes du SAMU social pour prolonger l'accompagnement de ces personnes au-delà du premier contact de l'aller vert qui est fait par les équipes, mais pour engager une démarche d'accompagnement et notamment d'accès aux droits. Alors on rappelle, c'est une politique volontariste de la ville de Marseille, cet accompagnement des personnes sans abri et de la solidarité. Vous avez prévu de construire un établissement a priori pour les personnes âgées dépendantes. C'est toujours dans les tuyaux ? Alors c'est dans les tuyaux. On a répondu à un appel à projet parce que c'est pas une décision qu'on peut prendre seul. En tout cas, vous l'avez obtenu. La compétence sociale n'est pas une compétence de la ville de Marseille. La compétence des personnes âgées non plus. C'est une compétence du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Et donc, nous avons répondu effectivement à un appel à projet. Vous êtes aussi conseillère départementale, il faut le signaler. Exactement. D'opposition. Aussi. Donc, on a répondu à un appel à projet. Pourquoi ? Parce que la situation dans notre ville est ce qu'elle est, avec une pauvreté extrêmement forte qui touche y compris les plus de 60 ans. 20% des plus de 60 ans vivent sous le seuil de pauvreté dans notre ville. Or, en termes de prise en charge, il y a 65 EHPAD à Marseille, seulement 2 sont à but non lucratif. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. En fait, on voit bien qu'il n'y a absolument pas les capacités pour prendre en charge les personnes qui ont des toutes petites pensions ou le minimum vieillesse. Donc effectivement, nous avons fait le choix, pour être cohérent avec l'action municipale qui est la nôtre et avec l'action du maire qui m'a demandé spécifiquement de mettre en place un plan d'action pour accompagner les seniors précaires, de nous positionner
pour créer le premier EHPAD public municipal de la ville de Marseille. Et donc, nous avons répondu à cet appel à projet. C'est un investissement très conséquent, puisque c'est plus de 30 millions d'euros d'investissement pour la ville. Et nous attendons la réponse, je l'espère, dans le courant du printemps de cette année. Et j'espère qu'elle sera positive. Si elle est positive, ça veut dire qu'on peut s'attendre à l'ouverture de cet EHPAD dans quel calendrier ? D'ici 2 à 3 ans, parce que le site que nous avons choisi pour réaliser l'EHPAD, qui est un site qui se situe à Campagne-l'Évêque, est un très beau patrimoine municipal, mais qui a été complètement abandonné depuis 20 ans, donc qui a subi de très fortes dégradations, qui doit subir également un reformatage, je veux dire, de ces espaces parce qu'il n'est pas adapté à un EHPAD. Donc c'est des travaux assez lourds. C'est pour ça que c'est un investissement de 30 millions d'euros, mais on a bon espoir de poser la première pierre avant la fin de l'année et que cet équipement soit ouvert dans les 2 ans qui suivent. Audrey Garino, est-ce qu'on doit être inquiet des coupes sombres qui sont annoncées dans le budget des collectivités territoriales, locales, justement quand on voit que sur la solidarité, vous avez décidé d'œuvrer, mais encore faut-il avoir de l'argent? Est-ce que les maires ont raison de monter au créneau, comme la présidente du département, celui de la région? On peut être inquiet et on doit même se mobiliser résolument contre. Aujourd'hui, il y a déjà une incongruité totale à faire payer aux collectivités la dette de l'État. Je rappelle que les collectivités votent des budgets à l'équilibre. Ce ne sont pas elles qui creusent le déficit de l'État. Et je rappelle aussi et surtout que les collectivités, notamment les villes, sont les derniers recours pour nos habitants. Sont celles qui pallient à tous les désengagements. Et je parle d'expérience. Je vois ce que mon CCAS, par exemple, pallie comme désengagement des politiques étatiques ou départementales. Donc oui, effectivement, il y a lieu d'être très inquiet parce qu'il va y avoir des conséquences très nettes sur la vie des habitants de nos quartiers, sur la gestion de nos services publics, qui sont une dernière fois le dernier rempart, si vous voulez, pour faire face à cette crise sociale que nous évoquions. Et donc, il y a lieu de se mobiliser, y compris, je le pense, de façon transpartisane. Vous avez parlé de la présidente du département, du maire de Marseille. Ils ont raison de se battre ensemble, parce que les conséquences dans nos territoires seront dramatiques si ces coupes annoncées devaient se concrétiser. Alors moi, je voudrais qu'on parle un peu de la question du travail. La majorité macroniste, qui d'ailleurs est de moins en moins majoritaire, se félicite des chiffres du taux d'emploi. Et pourtant, on a le sentiment que sur le terrain, la pauvreté augmente. Est-ce que ce sont des travailleurs pauvres ? Et puis, vous, comment vous appréhendez cela ? On sait que, par exemple, Fabien Roussel dit « travaillez tous pour vivre bien », quelque chose comme ça. La baisse du chômage, c'est pas une fin en soi. La question, c'est la qualité de l'emploi et des ressources qui sont données aux travailleurs. Avoir un chômage très bas, mais des temps partiels imposés, mais des jobs low cost, mais une ubérisation de la société, on voit bien que ça répond pas aux besoins de la population. Quand aujourd'hui tu vis avec un SMIC, comment tu vis en fait ? Et si en plus tu as des enfants, et si en plus tu as des charges, un parent à charge, si tu es aidant, tu ne peux pas. Donc c'est pas une fin en soi la question du chômage. La question, c'est de bien travailler et vivre dignement de son travail. Vous avez raison, la question des travailleurs pauvres est une vraie réalité. Je le disais tout à l'heure sur l'occupation des douches, par exemple, sur les personnes qui viennent dans nos douches. On a été, nous, les premiers surpris de se rendre compte qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient, en fait, mais qui étaient dans des conditions de logement extrêmement précaires, qui n'avaient pas les moyens de faire face à leurs besoins. Donc on est en train de travailler, on a une réflexion actuellement, notamment dans le cadre du plan pauvreté, pour voir comment est-ce qu'on peut mieux accompagner effectivement toutes celles et ceux qui ne peuvent plus vivre de leur travail. Et par ailleurs, et ça c'est l'action de la municipalité, mais il faut une action nationale pour revaloriser les salaires, pour revaloriser les pensions et pour permettre à chacun de vivre dignement. Aujourd'hui, on a eu depuis 2-3 ans une inflation galopante, les salaires n'ont pas suivi, les pensions non plus. Moment, c'est mathématique. Donc au-delà de la question, on va dire morale, sur travailler, pas travailler, etc., vous considérez que tout le discours qui est notamment déroulé par l'extrême droite sur l'assistanat n'a même pas lieu d'être d'un point de vue objectif sur les personnes qui sont pauvres aujourd'hui ? Mais absolument pas. Ce discours n'a pas lieu d'être. Le discours que j'entends sur l'élargissement du RSA conditionné non plus. C'est une méconnaissance totale des besoins et de la situation sociale de notre pays. Les gens travaillent, ils ne vivent plus dignement de leur travail. Et celles et ceux qui ne sont pas en capacité de travailler, c'est le rôle de la solidarité nationale de les accompagner. Donc aujourd'hui, on est dans un discours qui est biaisé, qui est politicien, excusez-moi, mais qui en tout cas est très déconnecté des enjeux du réel. Aujourd'hui, il faut travailler et gagner sa vie dignement. Et il faut effectivement accompagner toutes celles et ceux qui, pour une raison ou pour une autre, sont empêchés de travailler. C'est la réalité. Si on veut que notre cohésion sociale tienne, si on veut que notre vivre ensemble tienne, on n'a pas d'autre alternative et il faut sortir de ces logiques politiciennes, effectivement, qui m'intéressent très peu quand on travaille les sujets au concret, au quotidien. Vous parliez il y a un instant de cohésion sociale, on peut parler de cohésion de la ville, on sait que cette ville est fracturée, vous avez été en partie élu sur l'ambition de réduire cette fracture. Est-ce que vous pensez que vous avez progressé depuis que le printemps marseillais est à la tête de la ville ? Je l'espère, en tout cas.
je l'espère, et on s'en donne les En moyens. quoi est-ce que les Marseillais vivent mieux ? La ville de Marseille a notamment renforcé considérablement son service public. Et le service public, c'est justement un gage d'égalité entre les territoires. Remettre du service public partout, créer des centres sociaux, créer des agences municipales, créer des agences du CCAS. Moi, je travaille actuellement à un plan d'action sur le 3e arrondissement avec le CCAS. C'est un choix, et ce n'est pas un choix politique. C'est un choix qui répond aux besoins du territoire. Quand vous avez l'arrondissement qui est le plus pauvre, et c'est là que vous priorisez votre action politique, encore une fois. Donc je l'espère, en tout cas je sais que les choix que nous faisons, notamment en termes de déploiement du plan école ou de déploiement de nos services publics, visent à réduire cette fracture autant que faire se peut, mais en n'oubliant aucun territoire. Parce qu'aujourd'hui, cette crise sociale, elle frappe malgré tout l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais. Et donc il ne s'agit pas de faire l'inverse de ce qui a été fait avant et de prioriser un secteur par rapport à un autre, mais bien justement de donner une cohésion globale à la politique municipale tout en ayant une vraie volonté de rattrapage dans les secteurs qui ont été mis au pain sec et à l'eau pendant plusieurs années. Face à cela, vous avez un petit changement quand même d'attitude avec Martine Vassal. On rappelait que vous êtes aussi conseillère départementale. Est-ce que c'est du solide? Et puis, on aimerait un peu comprendre ce que ça change en fait au quotidien de finalement mieux pouvoir travailler avec les autres institutions, notamment sur les sujets qui sont en votre responsabilité. Sur les sujets qui sont de ma responsabilité, pour l'instant, je constate pas vraiment de mieux. Donc, on va pas. Le changement d'attitude n'est pas tout à fait. Et d'ailleurs, puisque vous précisez que notamment sur l'accompagnement des mineurs isolés, c'est ce que exactement, vous reprochez. Sur la politique sociale en général. La politique sociale de manière générale. Parce que vous précisez que je suis conseillère départementale, il ne vous aura pas échappé que j'ai voté contre le budget du département. Donc, pour l'instant, je constate pas un mieux. Mais il est vrai que, notamment du point de vue des questions métropolitaines, il y a une amélioration et enfin une prise en compte des demandes de la municipalité. Nous sommes des gens pragmatiques, Monsieur Purguette. Nous avons envie que les sujets de notre ville, ils avancent en fait, tout simplement. Je rappelle que la métropole n'est pas une collectivité. La métropole est un établissement public de coopération intercommunale et que donc elle doit avoir des relations normalisées et apaisées avec les communes qui la composent, et y compris avec la commune de Marseille. Donc lorsque nous faisons des demandes sur la voirie ou lorsque nous faisons des demandes sur les transports, par exemple, il est normal, même si ça a été un petit peu long, il est normal que la métropole nous donne effectivement satisfaction. On constate ces dernières semaines, effectivement, que ça va dans le bon sens. Nous, vous savez, je le disais, on est pragmatique. Quand ça va dans le bon sens, on prend. Quand ça va pas dans le bon sens, on conteste. Aujourd'hui, on a une amélioration. On ne peut que s'en satisfaire. Et j'appelle évidemment à la même dynamique sur les questions sociales. Alors la situation politique est très instable au plan national. Évidemment, on aimerait aussi comprendre qu'est-ce que ça implique pour une commune d'être dans l'incertitude comme cela. Il semblerait que le maire ait fait un choix volontariste d'un budget qui soit porté sur les services publics, alors même que d'autres collectivités, elles, font le choix d'anticiper des restrictions. Est-ce que ce choix n'est pas périlleux si les baisses sont confirmées? Et puis, au-delà, comment souhaitez-vous que cette situation se dénoue? Effectivement, ça fait peser beaucoup d'incertitudes, notamment dans notre construction budgétaire, puisque entre les annonces qu'il y avait sur le budget Barnier, le vote du budget de la collectivité, la fin du gouvernement Barnier et les nouvelles négociations, on est dans un flou artistique qui est extrêmement complexe pour créer effectivement des politiques publiques. Nous faisons le choix du volontarisme, pas par naïveté, pas par goût du risque, mais parce que nous constatons tout simplement la situation dans notre ville, la situation qui est faite à nos habitants, et que notre responsabilité d'élus locaux, c'est d'y faire face. Donc on ne va pas commencer à sabrer nos politiques publiques. Si demain, d'aventure, effectivement, des coupes très fortes, puisque je rappelle que pour la ville de Marseille, on parle de 50 à 60 millions d'euros de baisse. Imaginez bien que ce n'est pas de l'argent qu'on gaspille, c'est de l'argent qui est bien utilisé. À ce moment-là, nous devons faire des choix qui seront durs, qui seront complexes, mais on priorisera les politiques publiques les plus importantes, les plus prioritaires pour notre ville, et on se battra pour développer de nouveaux moyens, comme on le fait depuis 4 ans maintenant. Vous savez, quand on a pris nos fonctions, on avait une dette abyssale à la ville, des comptes dans le rouge, et certainement pas assez d'argent pour faire face aux besoins et aux politiques publiques que nous souhaitions mettre en place. Et on s'est battu. On allait chercher de l'argent et on continuera. Ça vous surprend que dernière question, la réforme des retraites, qui est revenue quand même sur le devant du débat public, reste inchangée par ce Premier ministre? Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que pour vous, c'est entendable?
Oh, certainement pas. Entendable, non. Quand 90% de la population est contre, quand l'ensemble des organisations syndicales étaient contre, et que nous avons bataillé pendant des mois, et que finalement on finit par un 49.3, à aucun moment cette réforme n'est entendable, ni au moment où elle a été soumise aux députés, ni aujourd'hui. Ça me surprend, oui et non. On voit bien que la volonté politique depuis la dissolution, et que tout change pour que rien ne change. On voit bien qu'effectivement, je crois que c'est Fabien Roussel qui disait hier, c'est un jour sans fin. Oui, c'est un jour sans fin. En fait, on vote, et puis finalement, c'est les plus minoritaires qui deviennent Premier ministre. On ne s'attaque pas frontalement aux problématiques du pays, au bilan du président Macron. Or, le NFP, ça n'aura échappé à personne, est arrivé en tête, même s'il n'est pas majoritaire, ce qui traduit une aspiration des Françaises et des Français à un changement, et à un changement dans le sens du progrès social et écologique. Donc, je n'avais pas beaucoup d'illusions. Elles n'ont pas été déçues parce que je n'en avais pas, pour être objectivement très franche. Et je pense que cette situation est terrible. Terrible d'un point de vue social, mais aussi terrible d'un point de vue démocratique, et qu'on ne pourra pas continuer comme ça très longtemps, effectivement. Et on rappelle donc la nuit de la solidarité ce jeudi 23 janvier pour recenser les besoins et le nombre de personnes sans abri sur la commune. Merci beaucoup Audrey Garino, adjointe à la solidarité à la ville de Marseille. Merci, bonne journée. Merci à vous. Merci à Léo Purguette, et puis à la semaine prochaine.